En cette belle matinée du mercredi 26 avril 2023, nous quittons notre hôtel pour nous diriger vers le petit village de La Grasse. Vous le constatez sur ce panneau, La Grasse est classée plus beau village de France. Pour le décor, un vieux moulin à vent domine le village. La Grasse est une commune rurale qui compte environ 550 habitants. Après avoir connu un pic de population de 1500 environ en 1881. Le patrimoine architectural de la commune comprend 10 immeubles protégés au titre des monuments historiques. Le village de La Grasse est situé dans le massif des Corbières, au fond d'une vallée traversée par la rivière d'Orbieu. Cette région appelée Basse-Corbière est caractérisée par des collines couvertes de pins et de végétation méditerranéenne. Sur certains coteaux prospèrent des vignes produisant un vin régional. Enjambant l'Orbieu, c'est le pont vieux du XIVe siècle remanié au XVIIe et XXe siècle. En toile de fond, le clocher de l'abbaye de La Grasse. Pénétrons maintenant dans le village à travers ces ruelles étroites surmontées d'enseignes d'un autre âge. La décoration de cette vitrine est splendide, mais manque d'informations. Prenons maintenant la rue de l'église. L'église paroissiale Saint-Michel du XIVe siècle, consacrée en 1398, classée monument historique en 1948. C'est du gothique méridional, décor des XIVe au XIXe siècle. Orgue de Théodore Puget de 1852, classé monument historique en 1985. Au-dessus du porche d'entrée, admirons cette splendide rosace. Installée au cœur du village, l'église Saint-Michel constitue l'exemple type de l'église gothique à nef unique de la région. Le sanctuaire est de forme heptagonale à 7 pans coupés. À la croisée d'ogives, on peut observer la clé de voûte polychrome représentant l'archange Saint-Michel terrassant le dragon. Le maître-autel est de type hôtel-tombeau XVIIIe siècle, construit en marbre polychrome. Le tabernacle est surmonté d'une gloire, nuée et angelot à baldaquin. Sa porte est ornée d'un motif inspiré de l'Apocalypse. Il est incorporé dans un rétable bas en bois doré, orné de bas-reliefs sculptés en bois polychrome représentant les scènes de la vie du Christ, à gauche la Nativité, à droite l'Épiphanie. Ce sanctuaire est fermé par une sainte table de marbre rouge et blanc provenant des célèbres carrières de Cône-Minervois. Le sanctuaire est éclairé par 3 grandes verrières de facture récente, 19e siècle. Celle du centre est formée de 3 lancettes. On y voit l'apparition de l'archange Saint-Michel au mont Gargan. L'église dédiée à Saint-Michel renferme des orgues parmi les plus belles de l'Aude. Face au chœur, les orgues se trouvent là, perché au-dessus de la porte d'entrée principale, sur une tribune facilement accessible par 2 petits escaliers, dont l'accès se fait par la porte de droite. Une rosace couronne agréablement l'instrument de sa luminosité multicolore.
La chaire de l'église Saint-Michel, bien que d'une facture récente, est de toute beauté avec ses panneaux peints. Admirons maintenant cette superbe rosace. Au fond du sanctuaire, derrière l'autel, les pères de l'église. Au mur se trouvent divers tableaux. Les deux plus grands sont de Gamelin, peintre languedocien, né à Carcassonne 1738-1803. Les deux toiles représentent des scènes bibliques inspirées du livre de l'Exode. En face de nous, la statue de Saint Roch et son chien. Saint Roch, originaire de Montpellier, vécut au début du XIVe siècle. En soignant les pestiférés en Italie, il est tombé malade à son tour. Il survécut grâce à son chien qui lui ramenait de la nourriture. Dans la chapelle Sainte-Anne, ces trois statues représentent Sainte Élisabeth, Sainte Anne et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La clé de voûte, nous pouvons admirer l'emblème des tisserands d'azur à 2 navettes d'or. Les fonds baptismaux en marbre rouge et blanc provenant des célèbres carrières de Caunes-Minervois. De l'archange Saint-Michel, fin XIVe siècle. La chapelle Sainte-Germaine, le mobilier est récent, hôtel néo-gothique XIVe siècle, statue de style Saint-Sulpice, Sainte-Germaine, Saint-Antoine de Padoue et Sainte-Jeanne d'Arc. Saint-Antoine de Padoue est né en 1195 à Lisbonne et mort le 13 juin 1231 près de Padoue. Saint-Antoine est invoqué pour recouvrer la santé et pour exaucer un vœu. Devenu le saint patron du Portugal, les explorateurs portugais le font connaître au monde entier. En sortant de l'église, prenons le temps d'admirer ces petites merveilles qui sont devant nous. Il s'agit de planches en bois peintes datant du XIIIe siècle et provenant de diverses habitations de la Grâce. Devant nous maintenant 2 fragments de planches de sous-face décorées de médaillons encerclant 5 chevaliers portant armoiries, un oiseau, un aigle, un centaure, un éléphant portant un château. Ces planches provenant de la chapelle vieille sont du XIIIe siècle. Maintenant, prenons le temps de parcourir les rues du village pour y faire quelques petites découvertes. Une échoppe du Moyen-Âge, un très beau heurtoir, la maison Lautier du XVe siècle, très belle porte d'entrée de la même période, et nous voici enfin place de la Halle. Cette halle date du début du XIVe siècle. La construction se compose de 10 piliers portant 5 fermes. La partie abritée est dallée et meublée de 6 bancs en pierre. Les piliers en calcaire dur sont chanfreinés. Ces chanfreins sont arrêtés en haut comme en bas par un arrondi pouvant être comparé à un quart de sphère, avec 2 côtés coupés d'équerre. C'est un bel ouvrage architectural médiéval. Les halles furent installées et aménagées sur cette place en 1315 lors du transfert du marché à l'intérieur même de la ville. Tout à côté, cette belle maison est envahie par le lierre. Empruntons les petites ruelles du village pour nous diriger vers le pont Vieux. En forme de dos d'âne, reliant le bourg à l'abbaye, le pont Vieux date de 1303.
Il a été remanié au XVIIe et XXe siècle. Il enjambe la rivière l'Orbieu. Il était à l'origine surmonté de 2 tours. Depuis le sommet du pont Vieux, admirons le pont Neuf ainsi que les vieilles maisons qui bordent l'Orbieu. Depuis le pont routier, nous avons une très jolie vue du pont Vieux qui se mire dans l'Orbieu. Quelques kilomètres plus loin, c'est Villerouge-Termenès. Le château de Villerouge-Termenès, site du pays cathare, est ancré au cœur de ce petit village des Corbières, situé au creux d'un vallon sauvage. Ses murailles et ses tours crénelées en font une représentation idéale du château médiéval. Dirigeons-nous maintenant vers le château de Termes. Le château de Termes est un château cathare situé dans le département de l'Aude, au cœur du massif calcaire des Corbières. Termes se trouve à une quarantaine de kilomètres sud-est de Carcassonne. Bâti sur un relief entouré de talus abrupts sur 3 côtés, le château n'est accessible que par sa face méridionale. À quelque distance vers le nord, sur un piton rocheux surplombant les gorges, s'élevait un ouvrage fortifié secondaire, le Termenais, qui ne présente plus que des restes extrêmement fugaces. En contrebas du château, nous empruntons la route des gorges, extrêmement tortueuse et parsemée de tunnels. Ne quittons pas le château de Termes, rendu célèbre par le fameux siège de 1210 mené par Simon de Montfort, un des épisodes clés de la croisade contre les Albigeois. En juillet 1210, Simon de Montfort, à la tête de son armée impressionnante, flanquée de leurs machines de guerre, se trouve devant les murs de Termes. Termes semblait humainement imprenable, bâti au sommet d'une haute montagne entourée de ravins profonds et inaccessibles. Au début du siège, les cathares dominent, du gâteau. Mais on finit par manquer d'eau à Termes. Les cathares songent même un moment à signer la reddition. Soudain, un beau jour, il pleut. Un gros orage qui remplit les cuves du château à grosses gouttes. Mais l'eau pleine de miasmes fait vite crever tous les hommes. Là, on est mal, c'est l'hécatombe. Raymond finit par se faire capturer par Simon de Montfort après 4 mois de siège. C'est un homme épuisé, mais l'œil encore brillant et la tête haute, qui sort escorté par des soldats dans la poussière de la route. Les prisons de Carcassonne l'attendent. Il y croupira 3 ans avant de rendre son dernier soupir. L'ancien village, très important, était entouré de fortifications. Tout à côté, on y trouve un ancien pont pavé très étroit à dos d'âne sur la rivière du Sou. Le pont Vieux, dit pont romain, se trouve sur l'ancien chemin de Carcassonne à la Grasse qui existait déjà au XIIe siècle et pourrait par conséquent remonter à cette époque. La tradition l'attribue aux Romains. L'ouvrage est en dos d'âne et se compose de 3 arches d'inégales dimensions. Dirigeons-nous maintenant vers les gorges de Galamus. À la frontière de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, l'Agly traverse les gorges de Galamus. Au cœur du massif de Fenouillède, les gorges s'étendent de Cubières-sur-Sinoble à Saint-Paul-de-Fenouillet, soit 2 kilomètres. Il s'agit d'un site naturel grandiose aux parois calcaires vertigineuses, creusées au fil du temps par les eaux tumultueuses de l'Agly.
Ce territoire protégé s'admire depuis la route étroite qui traverse des paysages sauvages de toute beauté. Ce patrimoine naturel étonnant attire de nombreux visiteurs. En été, pour faciliter la traversée de ce site, 3 parkings sont aménagés avec navettes. Il est fortement conseillé de les visiter à pied, 4 km aller-retour. L'étroitesse de la route à l'intérieur du défilé ne permet pas aux véhicules de se croiser et d'y stationner. Une circulation alternée est instaurée de 13h à 19h tous les jours en juillet et août par une équipe d'animateurs. Site naturel classé et protégé, le site grandiose des gorges de Galamus vous surprendra par son relief particulier. Les eaux de l'Agly ont creusé ses parois calcaires sur plus de 500 mètres de profondeur pour rejoindre la Méditerranée. La route des gorges est un témoignage des prouesses et des ambitions humaines. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle, taillée dans la roche à la barre de mine dont on peut encore remarquer les coups dans la roche, par une poignée d'ouvriers suspendus à des cordes. Au-delà des raisons économiques invoquées par une telle entreprise, faciliter les échanges de marchandises sur les foires de Saint-Paul-de-Fenouillet, légumes, bois et céréales contre vin et huile, seul débouché de nombreux villages des Corbières, il s'agissait également de répondre à un défi que ces gorges, comme un bout de monde, lançaient à l'homme. La route fut terminée en 1892 par le tunnel à l'entrée des gorges, côté Saint-Paul-de-Fenouillet. L'exploit technique fut immortalisé par le poète Saint-Poulet Léonce Rive, dont un quatrain en occitan est gravé au-dessus du tunnel. C'est un site remarquable, classé. Soyez-en les gardiens. Privilégiez la visite à pied et pensez à éteindre votre moteur pendant la circulation alternée. Le site se caractérise par sa diversité paysagère avec du caractère. Très contrasté, l'air montagnard prime avec ses vallons au nord, côté Aude, et la douce brise méditerranéenne, côté Pyrénées-Orientales. Les gorges de Galamus sont l'un des plus beaux phénomènes naturels de la région. Lucienne est très impressionnée par le site et ne se lasse pas de regarder ou d'essayer d'apercevoir la rivière située 100 mètres plus bas, que l'on entend mais que l'on ne voit pas. Au loin et au-dessus de nous, les paysages sont impressionnants, en particulier ce rocher pointu qui domine la route. Les tunnels sont nombreux, mais comme vous le constatez, ils ne permettent pas, bien sûr, le passage de 2 véhicules. À la sortie de ce tunnel, la falaise qui surplombe la route est impressionnante. Des grottes ont été créées dans les gorges de la rivière Agly. Ceux-ci sont utilisés depuis le 7e siècle par les ermites pour vivre. Le saint patron était saint Antoine, le patriarche des moines du désert. À mi-chemin des gorges, l'ermitage de Saint-Antoine de Galamus a été construit contre la paroi rocheuse. Un certain Limoux Nègre y séjourna au XIVe siècle. Il voulait jeûner pendant 40 jours et continuer à vivre. Le résultat fut qu'il fut arrêté par l'Inquisition, la police de l'Église romaine et mis à mort sur le bûcher.
Le site fut encore agrandi au XVe siècle et la chapelle actuelle fut construite en 1782 en remerciement des guérisons remarquables de nombreux habitants de Saint-Paul-de-Fenouillet. Les ermites ont vécu ici jusqu'en 1950. Au bas de la falaise de l'Ermitage, on aperçoit l'Agly. À la sortie des gorges, le paysage est moins abrupt, il est vallonné et très boisé. Seuls quelques rochers subsistent pour le décor. La carte de la communauté de communes à notre disposition situe bien tous les petits villages et le tracé de la route des gorges de Galamus. Nous voici maintenant arrivés à Cessac, village typique de la Montagne Noire. Long de plus de 115 mètres et large de 30, le château de Cessac est l'un des plus vastes du Languedoc. Reconstruit après les croisades contre les Cathares 1209-1229, de cette période s'élèvent encore les tours quadrangulaires et le donjon. Le village de Cessac surplombe le château. C'est une situation surprenante. Normalement, le château domine. L'histoire du château, après la croisade contre les Albigeois, explique cette particularité. Ce village s'est développé à la fin du XIIIe siècle, bien après la construction du château. Les vestiges du rempart qui montent vers l'église lui sont contemporains. La tour grosse et la tour rossignol, ces deux tours médiévales dotées de machicoulis encadraient au XVIe siècle la porte neuve. Les habitants appellent la plus élancée la tour rossignol, du fait qu'un oiseau y aurait niché. Le village, c'est ici le royaume de l'eau. Elle coule partout dans le village, où abondent fontaines, lavoirs, abreuvoirs. Ce croisement où se trouve le lavoir marque la frontière entre le village et l'un de ses faubourgs. Les barils de Serres et d'Autan se développent à la fin du XVIIe siècle. Rue de Montplacat, admirons cette superbe boutique moyenâgeuse. Laissons de côté la rue de l'église et son clocher et rendons-nous maintenant vers le château. Les lilas qui bordent le chemin sont déjà en fleurs. Au bas de la pente apparaît le château. Dans la billetterie, nous pouvons admirer une maquette de celui-ci. Un premier aperçu donne l'image d'une forteresse d'allure médiévale repliée derrière son fossé. La large esplanade où nous nous trouvons modifie cette impression. Ce large espace, bordé de vestiges de remparts, traversé par un chemin pavé descendant du village, a un aspect très résidentiel. Derrière nous, sur la colline, on découvre le village et son église.
Saint Michel est le patron de Cessac. L'église qui lui est consacrée, bâtie au XIVe siècle, présente une nef unique bordée de chapelles latérales aux voûtes bleues piquées d'étoiles. La première terrasse, le château mesure une centaine de mètres de long sur une trentaine de large. Il est divisé en 3 terrasses. La première est en grande partie dédiée à la défense. Lucienne, qui adore s'instruire, lit attentivement les panneaux qui décrivent ce bel édifice. La tour maîtresse qui englobe le donjon primitif est construite vers la fin du XIIIe siècle. La seigneurie de Cessac est passée aux mains des seigneurs croisés qui ont mené une croisade pour répondre à l'appel de la papauté. Il s'agit d'éradiquer ce que le pape considère comme une hérésie, le catharisme. Cessac est une belle prise. C'est avec Lastours l'une des plus riches seigneuries de la Montagne Noire. Chaque époque a laissé sa marque sur le château. Admirons ici ces magnifiques fenêtres à meneaux, type Renaissance. En contrebas, c'est la deuxième terrasse. Dans le corps du logis central, une première salle avec une très belle charpente. Une exposition ludique met en scène diverses formes de trésors, trésors d'enfance, trésors de la pivoleuse, trésors venus d'ailleurs. Tout ce qui brille est un trésor. Telle doit être la devise de la pie, pica pica, que le langage commun associe volontiers à l'adjectif voleuse. Certains de ces larcins sont devenus célèbres, l'émeraude de la Castafiore, la cuillère en argent de l'opéra de Rossini, la pie voleuse. Mais la pie garde son propre système de valeurs, diamant au fil de cuivre, écu d'or ou sous reluisant, bijoux, cailloux, du moment que ça brille. C'est bon pour son nid, c'est bon pour la pie. On évoque aussi les chercheurs de trésors. Sur le manche de la pelle, on peut lire « Chercher, c'est trouver ». En contrebas, la troisième terrasse. Durant la croisade contre les Cathares, le château de Cessac tombe sans coup férir aux mains des Français. Il est probable que Bertrand soit alors trouvé sur les remparts de Carcassonne aux côtés du vicomte Trencavel lors du siège de 1209. Les sous-sols du château sont occupés par tout un réseau de salles dédiées à la vie domestique, telles que les cuisines, les latrines ou les réserves. Mais nous irons directement dans la deuxième grande salle réservée au public. Métiers et salaires. Estimer les salaires est presque impossible. La société médiévale et la nôtre sont trop différentes. Cependant, il est bon d'avoir quelques ordres de grandeur pour pouvoir comparer. Quelques salaires quotidiens, on était souvent payés à la journée, sont connus ou nous les avons transcrits en nombre de monnaies, telles que découvertes dans le trésor de Cessac. Le trésor de Cessac. C'est un véritable trésor qui a émergé des entrailles de la terre en 1979. Le plus important ensemble
des toutes premières pièces royales trouvées en Languedoc. Qui l'a enterré et pourquoi? L'Inquisition sévit à cette époque. Faut-il y voir un indice? Le trésor est entreposé dans le logis d'Aldonse. On appelle ce bâtiment daté de la fin du XVIe siècle, du nom de la fille de M. de Bernuy, Aldonse. Ce bâtiment a été rénové dans les années 2000. La production monétaire. Le monétaire, fabricant de richesses, proche du roi, proche de Dieu. Le monétaire reçoit du seigneur local le droit de frapper. En tant que créateur de richesses, il est l'objet de suspicion de la part du roi, du seigneur ou des hommes de Dieu. Cette miniature lui rappelle qu'il doit rendre compte aux uns comme aux autres. Le faux monnayage. L'existence d'une différence importante entre le prix du métal et la valeur de la monnaie est suffisante pour attirer les faux monnayeurs. Ces derniers augmentaient souvent leurs bénéfices en diminuant la quantité de métal précieux dans leur contrefaçon. Le procès des faux monnayeurs sont fréquents au Moyen-Âge. Le grand nombre des ateliers monétaires, la diversification des espèces en circulation facilitaient l'introduction des fausses pièces. La sanction est invariablement la mort. Le faux monnayeur est très généralement bouilli, puis pendu publiquement. La Renaissance est l'époque de l'humanisme. Les arts, les sciences se développent. L'architecture recherche l'harmonie et le confort. L'individu s'affirme. Mais le XVIe siècle voit aussi naître un conflit fratricide des plus sanglants, les guerres de religion qui opposent catholiques et protestants dans tout le royaume. Ici comme ailleurs, la situation est tendue. Les protestants attaquent et prennent le village à 2 reprises. Mais le château rénové par Jean de Carmingue tient bon. Ah oui. En quittant le village, nous passons devant ce très beau lavoir couvert. Couvert afin que les animaux ne s'y abreuvent pas. Penautier est situé à 3 km de Carcassonne. Son château est appelé le Versailles du Languedoc. Illustration unique en Languedoc de la grandeur du XVIIe siècle. Le château fut construit en 1620, visité par le roi Louis XIII, qui offrit un somptueux mobilier aujourd'hui classé. Découvrez le charme rare d'un château familial et de sa collection d'œuvres d'art, fruit de 4 siècles de la vie d'une même famille. Ce superbe château a été construit pour Bernard Rège de Penautier, trésorier des États du Languedoc. Le 14 juillet 1622, le château accueille le jeune roi Louis XIII en route pour Perpignan et Bernard de Penautier, premier magistrat de la ville, prononce la harangue d'accueil. Le site a été inscrit monument historique le 10 mars 1972 et le château le 2 mars 1989. Nous voici maintenant devant le port de Carcassonne où nous allons prendre nos billets pour une croisière détente de 2h45. Comme vous le constatez, le départ est à 14h30. En attendant, allons admirer la première écluse du port. Notre bateau est déjà à quai en attente de ses passagers.
Il fait froid et il y a du vent. Lucienne essaye de t'abriter comme elle peut. On nous a enfin autorisés à monter à bord. Essayons de trouver de bonnes places à l'avant. Derrière un bateau de plaisance, nous allons, nous aussi, passer l'écluse. Nous voici partis pour une croisière d'une quinzaine de kilomètres. Nous tomberons sans doute sous le charme en découvrant les vignobles de Cabardès et le chemin de halage bordé d'arbres centenaires. Nous voici déjà sous le premier pont routier qui relie Carcassonne. Quelques immeubles de la ville longent le canal. Et nous passons sous un autre pont qui est le plus haut du canal. Comme vous le constatez, le trafic des bateaux de plaisance est assez important. Sur notre droite, le chemin de halage et ses arbres centenaires. Nous arrivons en vue de l'épanchoir de Foucault. Autrefois un port avec 3 écluses, ce lieu était un point d'acheminement pour les voyageurs et les produits vers la ville de Carcassonne. Plus tard, ce fut le lieu de partage entre le canal du Midi fait au XVIIe siècle par Riquet et celui du XIXe fait sous Napoléon, amenant le canal dans la ville de Carcassonne. Il fait froid, même Lucienne a mis son foulard. Notre guide nous explique que le canal a une longueur de 278 km. Il commence vers Toulouse à 132 mètres d'altitude et finit face à 7 à 0 mètre d'altitude. La profondeur moyenne du canal est de 1,40 m environ. Nous arrivons maintenant en vue de la première écluse. Notre bateau, bien sûr, pénètre à l'intérieur, où il y a déjà un autre bateau. La porte aval étant fermée, on ouvre la porte amont de façon à laisser pénétrer l'eau qui va remplir l'écluse et qui permettra ainsi au bateau de monter. L'écluse de la Douce où nous sommes a été construite au XVIIe siècle.
Elle se situe à 5122 mètres de l'écluse de Carcassonne et à 1682 mètres de l'épanchoir de Foucault. Vous le constatez, notre guide participe aussi à la manœuvre. Pendant ce temps, l'eau continue à bouillonner et à remplir l'écluse totalement, ce qui permettra d'arriver au niveau supérieur à notre bateau. Lorsque le niveau est atteint, la porte amont de l'écluse s'ouvre, permettant ainsi à notre bateau de continuer sa route en direction de l'écluse d'Herminis. À un peu moins d'1,5 kilomètre plus loin, nous voici maintenant à l'entrée de l'écluse d'Herminis. À l'entrée de l'écluse, nous apercevons déjà la péniche d'hôte de luxe Mirage. Son charme n'a d'égal que celui du canal où elle est amarrée. Mirage est une chambre d'hôte et une péniche hôtel d'un luxe exceptionnel et insolite. Cette maison d'hôte flottante vous séduira pour une nuit ou un séjour. Elle est située à 5 minutes du cœur historique de la ville de Carcassonne. L'écluse d'Herminis est une écluse simple du canal du Midi située sur la commune de Carcassonne. Elle se trouve à 98,5 km de Toulouse. C'est l'une des plus profondes du canal du Midi. On le voit d'ailleurs très bien sur ces images. La porte d'amont étant ouverte largement et la porte d'aval fermée, l'écluse se remplit à gros bouillon. Cette écluse, qui fut construite en 1676, a une profondeur de 5,20 mètres. Et voilà, la porte est ouverte et notre bateau peut maintenant aller plus loin.
Vous le constatez, l'écluse d'Éminis est à 270 mètres de l'écluse de la Lande et à 1376 mètres de l'écluse de la Douce. En faisant demi-tour dans le Petit Bief, nous apercevons la double écluse de la Lande. Pour retourner à Carcassonne, nous devons bien sûr repasser les écluses en sens inverse. Le soleil est revenu, le vent a molli, et Lucienne, bien sûr, est très heureuse et a ôté son fichu. Nous revoici dans l'écluse d'Herminis, où nous pouvons apercevoir la manœuvre inverse, c'est-à-dire que la porte amont est fermée, la porte aval ouverte, et vous le constatez, l'eau descend assez rapidement. Notre bateau est maintenant 5,20 mètres plus bas et la porte s'ouvre pour continuer la route, si j'ose dire, vers Carcassonne. Droite maintenant, nous revoyons la péniche chambre d'hôte Mirage. Et puis nous repassons l'écluse La Douce. Notre guide toujours à la manœuvre. Et maintenant, un peu d'histoire. Passer de l'Atlantique à la Méditerranée grâce à une voie d'eau qui éviterait de contourner la péninsule ibérique et de franchir le détroit de Gibraltar était un projet très ancien. Le concepteur du canal à demi-midi, Pierre-Paul Riquet, le réalisa, au moins en partie, en reliant entre 1666 et 1681 la Garonne, au niveau de Toulouse, à la Méditerranée, au niveau de l'étang de Thau. Le principal problème à résoudre était l'alimentation en eau du canal. Riquet le régla en captant l'eau des nombreux ruisseaux du versant sud de la Montagne Noire et en la retenant par des bassins réservoirs.
Et puis c'est un arrêt à l'épanchoir de Foucault. Le temps de prendre un verre ou d'acheter quelques souvenirs. Mais il faut maintenant regagner notre bateau. Nous ne sommes plus qu'à 3 km du port de Carcassonne et nous repassons sous le pont le plus haut du canal. Reprenons la suite de l'histoire. L'eau des ruisseaux de la Montagne Noire fut acheminée jusqu'au seuil de Naurouze, point le plus élevé où devait passer le canal. De ce point de partage, on pouvait emplir la tranchée du canal à la fois vers Toulouse, 52 km, et vers l'étang de Thau, 169 km. Après 2h45 de bonheur, nous voici arrivés au port. Tout le monde descend et Lucienne semble ravie. Nous passerons notre dernière journée dans la vieille cité de Carcassonne. Je vous laisse le temps de l'admirer depuis le pont sur l'Aude. Une nouvelle fois, admirons les remparts qui sont impressionnants. Et pénétrons à nouveau dans la cité par la porte narbonnaise. Dans la rue Cromervieille, attardons-nous encore devant les boutiques de souvenirs, où les tentations sont nombreuses, n'est-ce pas, Lucienne ? Nous voici maintenant dans la place du Grand Puy. Le Grand Puy de la cité, sur la place dite du Grand Puy, est situé à l'extrémité de la rue Viollet-le-Duc. La margelle date du XIVe siècle. Elle supportait 3 piles monolithes qui étaient reliées à leur sommet par 3 poutres. 2 de ces piles existent encore. Le diamètre du puits à la margelle est de 2,60 m, la profondeur de 30 mètres. Nous voici maintenant devant le centre des monuments nationaux, administration du château et des remparts de la cité de Carcassonne. La partie basse comporte une porte d'entrée de toute beauté. Nous sommes maintenant sur la place Saint-Nazaire. Joyau de la cité, la basilique Saint-Nazaire, du XIe et XIVe siècle. La basilique est un cas de coexistence harmonieuse entre le roman et le gothique, dont les vitraux sont les plus beaux du Midi. La basilique Saint-Nazaire devint cathédrale au XIe siècle. C'est en 1801 que l'église perd son rang de cathédrale de Carcassonne, le siège s'installant dans l'église Saint-Michel. Il fait froid, il y a du vent.
Lucienne est frigorifiée. Nous allons marcher un peu. Nous voici arrivés à la rue du Petit Puy. Le Petit Puy a été creusé dans le roc au XIVe siècle. Son diamètre est d'environ 1,60 m et sa profondeur est de 21,40 m. Tout à côté, une des grandes tours des remparts. Dans la même rue, admirons ces magnifiques maisons à colombages. Tout à côté, c'est la place Marcoux. Sur cette place, nous trouvons le monument Marcoux, construit en 1901. Marcoux est un ancien maire de Carcassonne. Sur cette place, nous remarquons une très jolie petite fontaine, ainsi qu'un très beau cadran solaire. Notre séjour s'achève et nous devons rentrer à l'hôtel. Admirons encore une fois les remparts de cette fantastique cité. Et puis retournons encore sur le pont de l'Aude, où nous pouvons admirer à nouveau le vieux pont et la ville haute, la cité. C'est sur ces belles images que s'achève notre visite.